Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% canadien. Comme d'habitude, à l'animation, Adi Raphaël. Je suis rejoint par mon collègue de toujours, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Salut Hedy, ça va bien, merci. Et toi? Je suis très excité aujourd'hui. Bien évidemment, il y a de quoi. Ben, on a l'honneur et le privilège de recevoir Romain Molina. On n'a pas vraiment besoin de le présenter. Romain, comment ça va aujourd'hui? Merci pour l'invitation. Honneur et privilège, mon ego te remercie, mais on va pas exagérer quand même. Mais ça va, ça va. Pour nous, c'est un grand jour. On est très, très content de te recevoir. Pour ceux qui connaissent pas, si jamais ça existe encore, pour ceux qui connaissent pas Romain Molina, écrivain, journaliste indépendant, qui est auteur de 5 ouvrages déjà, plusieurs traduits dans plusieurs pays. Aussi, c'est quelqu'un qui a réalisé des reportages, que ce soit pour CNN, pour le New York Times et plein d'autres médias. Mais c'est surtout quelqu'un qui raffole du foot et surtout des coulisses du foot. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va s'intéresser aux coulisses du foot canadien, bien évidemment, vu que c'est le thème d'habitude du podcast ici. Donc déjà, excité, Romain, de parler un peu de foot canadien? Oui, parce que c'est un thème qui m'intéresse depuis un moment. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller, on va dire, quand j'ai l'habitude de bosser un sujet, je vais tellement loin. Donc là, je suis en cours de préparation, donc sinon, ça me fera plaisir d'en parler, en effet. Ça me fera plaisir. Excellent, excellent. Écoute, on va commencer, on va aller direct dans le vif du sujet, parce que ces dernières semaines et en fait ces derniers mois, on va dire, vous avez tu as beaucoup parlé des problèmes financiers de Mediapro, que ce soit maintenant, on les voit beaucoup plus souvent maintenant avec la LFP, avec la Ligue française. Est-ce que tu penses qu'il y aura des conséquences sur le contrat de Mediapro au Canada avec la Canadian Premier League? On sait que Mediapro a promis 200 millions d'investissements sur 10 ans. Est-ce que ça va créer des problèmes à ce niveau-là pour Mediapro? Bon, la première chose, c'est que tous les gens qui étaient plus ou moins dans le milieu des droits TV étaient au courant des soucis que traversait Mediapro. En fait, Mediapro, il y a 3 ou 4 ans, j'ai un doute, a vu son actionnariat un petit peu changer avec l'entrée, une prise de capital à 54% d'un groupe chinois, proche de la mairie de Shanghai, très très proche d'ailleurs. Et en fait, on remarquera qu'à cette époque-là, il y avait une envie politique, une consigne politique en Chine d'investir autour du foot à l'étranger. On l'a vu par l'acquisition de plusieurs clubs européens. On peut penser à Auxerre, à Aston Villa. Il y a eu des deals qui ont été passés en Espagne, au Portugal, un club de Prague également. Sauf que rapidement, la consigne a changé et les devises ne sortaient plus du pays. Donc c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de soucis. J'ai pas besoin de rappeler certaines gestions. Sochaux en France est un excellent exemple de ce qui a pu se passer. Or, on a eu également une société de marketing sportif et de droit TV qui s'appelle MP et Silva, qui était gérée par l'inénarrable Ricardo Silva, qui avait revendu ça à un consortium chinois. C'était un groupe important, MP et Silva, quand même. Et en un an, ça s'est pété la gueule. Ça fait une faillite. Alors, Mediapro, ça n'a pas fait faillite depuis tout ce temps. Néanmoins, l'argent attendu par le propriétaire chinois n'est jamais vraiment venu. Or, pour racheter les parts. Et encore, ils ont racheté un peu en LBO, mais ça, c'est encore une autre chose. Donc ensuite, ils ont fait l'acquisition des droits du championnat français à un prix qui était évidemment démesuré. Or, leur plan, c'était de revendre une partie des droits, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc à partir de là, quand ton business model foire là-dessus et que ton autre business model sur, on va dire, un autofinancement par les abonnés était bien trop important et surtout complètement irréalisable, tu te trouverais dans des soucis. Et en avril dernier, j'avais publié ça, parce que en France, je prends l'exemple français, personne s'alarmait. Alors qu'en Italie, Mediapro avait eu des soucis, l'UEFA également avait des doutes, il y avait beaucoup de gens qui avaient des doutes. Et en fait, tu avais l'agence de notation Moody's qui les avait décotés de 2 rangs, notamment en expliquant qu'il y avait un souci de trésorerie. Ils n'avaient même pas 200 millions en trésorerie. Or, quand tu vois les sommes à donner pour le championnat de France, c'est-à-dire qu'on approche quand même, si tu rajoutes la chaîne qu'ils ont créée et tout le reste, on approche quasiment du milliard sur l'année, sachant que je rappelle également que Mediapro, ils ont fait leur argent grâce à de la production qu'ils revendaient, et surtout quand ils avaient obtenu les droits de la Liga à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils faisaient une société de courtier quelque part, et ensuite ils revendaient ces droits-là en touchant un gros pourcentage. Donc en fait, ils n'ont jamais vraiment investi énormément sur les droits, et d'un coup, ils se placent sur plusieurs marchés, le Canada également en fait partie. Alors on va me dire que c'est pas les mêmes sommes, parce que c'est à peu près 20 millions par an, mais quand même, sauf qu'en fait, le 200 millions, t'as l'impression que c'est énorme parce qu'il est étalé sur 10 ans. Alors normalement, les contrats sont beaucoup plus courts. Normalement, c'est sur des périodes de 3 à 5 ans maximum. Donc c'est pour ça que ça donne une impression colossale. Mais on peut pas
décemment comparer une entreprise qui doit sortir quasiment 1 milliard par an si tu additionnes la chaîne, les frais, les ci, les là, à 20 millions par an. C'est Ouais, pas non, c'est comparable. sûr. C'est pas comparable. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque absolu que Mediapro se pète la gueule. Néanmoins, en France, il y a ça. Et derrière, il y a Mediapro qui avait demandé un autre prêt à l'État espagnol cet été. Donc c'est vrai que la situation est très compliquée. Et Moody's a encore décoté Mediapro. Et en effet, on peut s'inquiéter sur les prochains mois. Néanmoins, selon toute vraisemblance, ils ne peuvent pas honorer, parce qu'ils n'ont pas payé, je rappelle, la deuxième trade prévue pour le football français. Donc la troisième, on se doute ce qui va se passer. Même si je me pose une question, c'est pourquoi ils ont payé la première. Ouais. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas l'argent derrière, donc à la rigueur. En tout cas, c'est un fiasco quand même inédit sur le football mondial. Je rappelle que la Ligue française, toujours prompte à une vision, une clairvoyance, avait dit non, on n'a pas besoin de prendre une assurance. Ça coûte à peu près 3 millions l'assurance. Bien, bravo, bien joué, champion. Donc ça montre à quel point l'état du football français est quand même pathétique. Mais les conséquences sur l'entreprise mondiale niveau Mediapro, il y en aura, ça c'est sûr. Est-ce que le Canada sera épargné ou pas? Les sommes ne sont pas comparables, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas non plus des masses. Et les gens à la tête de Mediapro, notamment les gens espagnols, comme Ruges, ils ne veulent absolument pas que Mediapro parte en faillite, quoi. Donc, Non, ben bien évidemment. Mais par rapport à tout ça, c'est à quel moment où la responsabilité, où on peut obliger ce groupe chinois à vraiment finalement mettre les mains à la poche? Parce que tu tu veux l'as pas? expliqué plusieurs fois, il n'y a aucun moyen qu'on puisse Tu veux pas? l'obliger, que ce soit de Ils manière n'ont pas, légale. Hein. ils ont pas de garantie en plus. Je crois que la Ligue française, ceux qui ont donné la garantie, c'est pas le groupe chinois, c'est le groupe Mediapro. Enfin, si tu veux, parce que dans le groupe Mediapro, tu as plusieurs filiales, holding, etc. Mais... Et puis je vais te dire, MP Silva, ça a fini en liquidation. En fait, moi, je prends Ouais, l'exemple d'MP Silva, qui est très intéressant, c'était notamment dans le tennis, aussi dans le foot. Et ça fait 1 an et ça a été liquidé. ouais. Donc, tu as Effectivement, déjà. en plus, MP C'était. Silva, c'est Ricardo Silva, le propriétaire Ouais, de Miami FC en deuxième division en USL Championship pour ceux qui se demandent. exactement. Donc, effectivement. Exactement. Et très bon ami de Nasser El Khelaifi, comme les gens de Mediapro à l'époque. Je rappelle que Mediapro a beaucoup travaillé avec les Qataris, comme quasiment tous les gens autour des droits TV d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, MP Silva, si je ne me trompe pas, hors sujet, c'est Ricardo Silva qui avait fait une poursuite pour qu'il y ait la promotion-relégation aux États-Unis. Euh, Ouais. euh, euh, Par rapport à Mediapro, on a constaté au cours depuis le contrat au Canada que Mediapro tente de s'imposer dans la CONCACAF. Maintenant, ils ont les droits de tout ce qui est CONCACAF au niveau des équipes nationales au Ouais. Canada. Peut-être les clubs suivront. Là, avec l'attribution de la Coupe du Monde 2026 à 3 pays, incluant le Canada, est-ce que vous pensez de cette candidature? Bien Est-ce que, sûr. est-ce que Mediapro a une Bah, stratégie par évidemment. rapport à ça? Évidemment. Évidemment. Bon, Mediapro, c'est des gens intelligents qui gèrent ça. Quand ils sont allés chercher le groupe chinois, par exemple, c'était évidemment lors d'une opportunité politique. Après, on peut remarquer que Mediapro a été toujours impliqué notamment sur CONMEBOL et CONCACAF. Je rappelle également qu'on retrouve l'un des fondateurs de Mediapro, Gérard Romy, impliqué dans des scandales, des gros scandales de corruption. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a un deal qui a été passé entre Mediapro et, euh, et la justice américaine, si je ne dis pas de bêtises, pour que ce soit que Gérard Romy qui récupère le truc. Donc ça, c'est documenté, vous pouvez aller sur Internet, il y a plusieurs articles et comptes rendus judiciaires qui en parlent. Donc déjà, ça te montre que c'est assez folklore. Après, évidemment, 2026, ça fait rêver. C'est comme 2022 pour le Qatar. C'est-à-dire que en prévision d'une Coupe du Monde, tu as des gens qui vont commencer à mettre des pions et tout. Et quelle est la meilleure manière de mettre des pions que la Canadian Premier League, qui est l'une des obligations, une des nécessités que la FIFA et que tout le monde a dit au Canada, vous devez avoir votre ligue, etc. Vous savez mieux quoi. Et qui est aussi une priorité quand même de développement du soccer canadien. On dit soccer au Canada ou pas? J'ai un doute d'ailleurs. Oui, oui, on dit soccer au Canada, Ça va, effectivement. alors je dis pas Effectivement. n'importe quoi. Non, Donc, pas du tout, pas du tout. évidemment, on va dire à être un peu l'argentier de la Canadian Premier League, qui est encore un projet en gestation et qui a vocation évidemment à croître ces prochaines années, avec, on l'espère, une franchise au moins du Québec. Enfin, on l'espère, oui. Même si je suis pas québécois, je trouve que ce serait plus représentatif. Mais il y a l'idée que ce championnat grossisse et devienne, on va dire, une référence, peut-être pas évidemment pas de la MLS, mais on va dire dans la zone CONCACAF. Ouais. Bah forcément, si tu rentres par là, c'est un excellent cheval de Troie pour ensuite développer le reste. La CONCACAF est un marché à prendre, et c'est un marché qu'ils connaissent en plus, et qui va être forcément, comment je pourrais expliquer ça? Forcément valorisé à l'approche de 2026. Donc si tu commences à mettre tes œufs dans le même sac 7 ou 6 ans avant, le calcul évidemment est bien pensé.
D'ailleurs, Mediapro a joué les intermédiaires pour permettre à la Canadian Premier League d'établir un contact avec l'Atlético Madrid qui a ouvert une franchise à Ottawa, la capitale du Canada, l'Atlético Ottawa. Donc, je veux dire, il y a une stratégie aussi de Mediapro d'aider la croissance de la Ligue. Oui, bah évidemment, c'est simple. Plus ta ligue, elle peut être valorisée, plus c'est bénéfique pour ton soutien. Ouais. Et notamment pour tes droits TV, etc. Même si je trouve que 20 millions, c'est très cher entre nous, pour chaque année. Parce que la Canadian Premier League, avec tout le respect que, vu son organisation, l'intérêt qu'elle suscite, qui est quand même limité selon les clubs, on va pas non plus déconner. Mais bon, c'est un projet à l'avenir. Donc, c'est-à-dire que si tu signes un contrat sur 10 ans et que la valeur reste stable, c'est bien. À ce niveau-là. Mais C'est bien. les 10 ans, ça incluait aussi les équipes nationales canadiennes. Donc, c'est un très bon deal au final. C'est C'est un ça, très bon donc deal au final parce que c'est cher au début, mais Ouais. sur le fond, tu peux récupérer beaucoup de choses. Donc, Exact, parce pourquoi que entre les équipes nationales, entre tout ça, et c'est sûr, bien évidemment, il va sûrement y avoir, je pense, certains contacts qui vont être faits pour aussi couvrir la Coupe du Monde au niveau local et au niveau international à un moment donné. Donc, d'un côté, ils investissent aussi sur le futur quelque part, non? Exactement. C'est ce que tu as tout résumé. Et puis, il y a aussi autre chose. Mediapro, derrière, en faisant ça, ça te rapproche de pas mal de personnes. Parce que le Canada va devenir un centre. Alors, ce sera pas comme le Qatar actuellement, mais ça va quand même devenir une place forte du football mondial à un moment donné, à l'approche de 2026. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont converger là-bas en pensant en plus que c'est un territoire avec du potentiel. On avait les mêmes idées sur l'Inde et la Chine, etc. Mais sauf qu'il n'y avait pas l'approche d'une Coupe du Monde. Donc, tu verras que plus ça va se rapprocher de 2026, plus de personnes vont aller là-bas, que ce soit des sociétés, des agents, que sais-je encore. Et quand tu sais, par exemple, qu'au Québec, il y avait des gens qui ont contacté Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, pour essayer de monter une franchise, on va dire une filiale de l'Olympique Lyonnais au Québec afin d'intégrer la Canadian Premier League, tu vois que certaines personnes ont déjà des idées et voient loin sur une internationalisation de ce championnat-là, qui reprendra le principe de la mondialisation du foot avec ses multinationales, on peut penser au groupe Red Bull, ou l'Atlético, qui a inauguré tout ça en faisant une filiale là-bas. Et je ne serais pas étonné de voir d'autres filiales de grands groupes, pourquoi pas d'ailleurs Manchester City, qui a même s'ils ont déjà New York, mais ils ont personne au Canada encore. Je ne serais pas étonné de les voir arriver bientôt au Canada. Je sais qu'on leur a déjà proposé l'idée en tout cas. Parfait, ben c'est cool parce que tu as un peu préparé la prochaine question d'une certaine manière. Tu as lancé la prochaine question et tu parles un peu de la CanPL qui a débuté en 2019 avec des débuts quand même encourageants. On ne s'attendait pas à d'aussi bons débuts de la part de la Canadian Premier League. On a eu beaucoup de très bons échos, étant nous-mêmes des animateurs de podcasts qui suivent de très très près cette Canadian Premier League. On en parle à chaque semaine. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de la Ligue? Parle-nous un peu des coulisses de cette Ligue-là. Je sais que tu voulais te lancer là-dessus. Je pense que c'est assez nébuleux, non? C'est catastrophique. Sur le terrain, j'ai pas faire de remarques parce que j'ai pas assez vu de match. J'en ai vu quelques-uns parce que ça m'intéressait quand même de voir un peu comment ils faisaient ça. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant surtout, c'est que tu as quand même une équipe qui est sur la côte ouest, Pacifique, si je dis pas de bêtises. Ouais, Pacifique Et que, Exactement. et tu as Wanderers de l'autre côté, vraiment. Oui, Donc, de la côte est. Donc moi, je m'étais dit, première chose, c'est putain, les trajets, ça doit coûter très cher. Ouais. Donc comment ils vont faire en termes de moyens? Parce que je sais que le cahier des charges pour avoir une équipe en Canadian Premier League, il n'est pas facile. Il n'est pas facile du tout, ça c'est la première chose. C'est un peu comme la MLS ou même la USL d'ailleurs, où les cahiers des charges pour les franchises ne sont pas si faciles que ça à avoir. Donc ça m'avait intéressé. Puis Wanderers, parce que c'est dirigé par des gens de Trinidad et Tobago, de mémoire, l'entraîneur et le capitaine, si je dis pas de conneries. Donc ça m'avait intéressé. Puis aussi, il y avait un autre truc que j'avais pas compris, ça, parce que j'ai des amis à Macron. Et si je dis pas de bêtises, c'est Macron qui sponsorise toutes les maillots de. Oui, Enfin, tous viennent de effectivement. Macron. Les Donc ça, maillots de la pensé Canadian depuis la Premier Ligue, League, oui. effectivement. voilà, j'en avais parlé avec quelqu'un de Macron et ça, je m'étais un peu intéressé à ce niveau-là. Après, c'est pas facile de faire un nouveau championnat parce que t'as pas énormément d'équipes, etc. Et ça va. L'idée, c'est d'aller évidemment crescendo. Maintenant, quand je vois le système de recrutement, non, quoi. Tout passer par une boîte, 21st Club. Non, enfin, j'ai jamais vu une ligue être en même temps plus ou moins agent, quoi. C'est du jamais vu quand même, hein. Parce que je sais qu'à l'époque, il y avait des agents qui ont contacté des clubs en disant voilà, nous représentons tel joueur, si ça vous intéresse. Et les mecs, les clubs ont répondu ah non, on peut pas, on doit suivre les ordres de la ligue. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clubs sont assujettis à ce système mis en place par la Canadian Premier League et on pourrait croire à une espèce de,
justement de ne pas se faire avoir avec toutes les escroqueries qu'il va y avoir dans le football mondial. Mais c'est pas ça du tout. Il y a des mecs qui te font clairement du business. Et c'est un dossier sur lequel je travaille. Alors malheureusement, j'ai pas eu trop le temps de l'avancer parce que bon, pour ceux qui, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, je suis dans les affaires d'abus sexuels sur mineurs en Haïti et ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai aussi 2 autres affaires d'abus sexuels sur mineurs, dont une autre dans la CONCACAF d'ailleurs, qui me prennent énormément de temps. Mais ça, c'est un dossier où je vais aller plus loin parce que ce truc-là est scandaleux. Moi, honnêtement, et pourtant j'en ai vu des escroqueries, mais j'avais jamais entendu ça. J'avais jamais entendu ça. Maintenant, la ligue est à ses débuts, etc. Et j'espère que ça pourra aller plus loin. J'ai pas encore assez d'informations sur la gestion des clubs, parce que je suis assez curieux de savoir. On voit quand même que là, cette année, il y a une équipe en plus, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, il y en a 8, c'est bien ça? Oui, effectivement, il y en a 8 Exactement, maintenant oui. avec l'Atlético Ottawa. L'idée, je sais, pour en avoir parlé à certains, c'est au moins d'avoir une dizaine de clubs. Donc petit à petit, même si je suis quand même un peu étonné du critère du cahier des charges. Le cahier des charges est vraiment sévère, honnêtement. Mais d'un autre côté, ils font ça aussi pour éviter les faillites. Parce que rappelons-nous à l'époque de la... Ah, comment elle s'appelait la division américaine à l'époque? NASL? Exactement. NASL. Voilà, on ne veut pas revivre ce genre de choses-là. Non, effectivement, avec Même, les dépenses même, trop grandes et ainsi de suite. C'était folklore. Ouais. même dans les années 80, la fin des années 80, début des années 90, on a eu la Canadian Soccer League, qui, justement, à un certain temps, l'équipe de Vancouver payait le voyage pour toutes les équipes qui venaient à Vancouver parce que c'était trop loin. Donc, oui, c'est pour ça que ça a pris d'ailleurs plus de 20 ans avant qu'on revienne avec un projet. Mais c'est très dur en même temps. Enfin, moi, je veux dire, quand tu vois les distances, c'est normal, ça coûte très cher. T'as pas non plus énormément de personnes au stade. Si je dis pas de bêtises, l'an passé, la moyenne, quand il n'y avait pas le Covid, c'était à peu près 4000 personnes, je crois, en général, si je dis pas de Quelque conneries. chose comme ça, oui. Oui, à peu près. Ce qui est pas mal, hein, attention, hein, c'est déjà pas trop mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Alors il faudrait qu'il y ait des mécènes mettent, etc. Bon, je sais que les salaires sont pas non plus énormes, on en a reparlé avec quelques joueurs à l'époque, mais il y a quand même un problème déjà de viabilité des clubs et au niveau économique. C'est pour ça que sans Mediapro, déjà, il n'y a plus de championnat, c'est fini. Probablement, effectivement. Mais il y a aussi un modèle actuellement économique qui est basé sur les transferts des joueurs. Mais c'est pour ça que justement, il y a le partenariat avec 21st Club. D'ailleurs, par rapport à ça, pour nos auditeurs, on en a parlé par le passé, mais c'est une entreprise qui a une base de données de joueurs qui utilise des données analytiques et tout. Et c'était de recruter des joueurs internationaux jeunes, souvent en bas de 21, 23 ans. Ouais, puis je vais te dire la vérité, ça c'est pour faire plaisir aux gens. La vérité, c'est des copains à gens qui ramènent des mecs parce qu'ils connaissent des gars. Point barre. Notamment quand ils ont fait il y avait un article sur la BBC à l'époque. Ah, le Canada se tourne vers l'Afrique avec un truc de performance, etc. C'est n'importe quoi, c'est du mensonge. Malheureusement, je vais te dire, c'est un truc qui est une constante dans le football mondial. T'as ce qu'on te raconte et t'as la vérité. Et quand on te dit ça, déjà ça sent mauvais, et je peux te dire, et de toute façon j'y reboot ce dossier à la con, mais c'est avant tout des histoires d'agents. Les gens ils sont pas là pour le foot. Ouais. C'est triste ce que je dis, mais c'est une réalité. Et je peux te donner des exemples par milliers, et je pense pas que les gens au Canada soient différents, surtout avec un système comme ça, où ça interdit aux clubs, quand même ils mettent des pressions, ils ont mis de menacer des clubs pour ceux qui voulaient passer outre ce système-là. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est unique au monde, la Ligue décide des transferts plus ou moins des clubs. C'est-à-dire qu'aucun club ne peut avoir son propre secteur de recrutement, etc. à l'étranger. Ça doit passer par cette boîte-là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et pourtant, j'en ai vu des escroqueries. J'enquête sur quand même quasiment 10 ans. Et j'ai enquêté sur des affaires sales. Mais alors ça, et ça passe tranquille parce qu'on te l'habille en disant oui, c'est pour performer, etc. Maintenant, je pose juste une question. Les joueurs étrangers aujourd'hui, est-ce qu'ils sont vraiment de grande qualité ? Ben, on n'a pas eu la chance de le voir encore à cause de la pandémie et le fait que la saison s'est pas vraiment déroulée. Donc, on pourrait pas trop savoir, en fait, c'est quoi que ça a apporté, cette base de données-là, n'est-ce pas, Daniel? Ben, il y a eu, c'est que, pour mettre peut-être Romain en contexte, c'est qu'en raison des limitations de voyage, plusieurs joueurs ont pu participer à la saison 2020, qui n'était pas vraiment une saison, c'était un tournoi d'à peine un mois. Donc, plusieurs joueurs n'ont pas pu n'ont pas pu rentrer au Canada. Et sur un mois sans préparation, sans match amicaux, sans rien, c'était difficile de juger. Il y a certains qui se sont bien démarqués, d'autres qui ont un peu déçu. Là. Je veux dire, on voyait des joueurs venir du Brésil ou du Pérou. Et là, on s'attendait peut-être à un certain niveau. Finalement, c'était pas ça. Mais il y avait des joueurs qui avaient... Pardon? Il y a quelques Espagnols aussi de mémoire. Oui, mais les Espagnols, c'était la connexion, surtout Atlético Ottawa. Là. Ouais.
Ça n'a pas trop à voir avec le 21st Club, c'est grâce à la connexion de D'accord. l'Atlético Madrid, en fait, c'est plus pour ça. C'est ça, il y a eu plusieurs Espagnols à Atlético Ottawa, mais si je ne me trompe pas, aucun venait de l'Atlético Madrid. Sinon, il y a eu plusieurs Brésiliens, il y a eu des Jamaïcains, il y a eu des Péruviens, il y a même eu un international panaméen. Je veux dire, les joueurs avaient quand même des CV intéressants. Ils venaient de grands clubs, ils ont été formés avec des grands clubs en Amérique latine ou ils ont été dans des équipes nationales de la CONCACAF. C'était pas non plus des illustres inconnus. Mais après ça, ce qui a apporté vraiment ce à quoi on s'attendait, ils n'ont pas non plus démonté la ligue, là, si c'est ça que vous voulez savoir, c'est ça que tu veux savoir. Non, 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 mais en fait, si tu veux, c'est le système qui est bizarre, quoi. Le système, et honnêtement, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, j'avais jamais entendu un système pareil, quoi. Et je suis pas le seul. Ouais, c'est assez bizarre comme système, je suis complètement d'accord. Euh, Par Bah, contre, c'est pas, si tu veux, c'est pas transparent. non, Moi, je c'est pas peux. transparent, mais d'un autre côté, on voit ça un peu aussi en MLS, où genre, il y a le côté MLS. un peu MLS, les joueurs appartiennent à la MLS au lieu d'appartenir au club et ainsi de suite. Donc, c'est comme le contrat est fait avec la MLS au lieu d'être fait entre le club et le joueur, c'est fait entre la MLS et le joueur. Donc, Ah ouais. ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme un moyen aussi de s'assurer qu'il y a un certain contrôle sur les finances. En tout cas, c'est ça qu'on essaie de nous montrer. Et c'est ça qu'on essaie Ouais, de ouais, nous expliquer, en fait. Mais ouais, ouais. j'avoue que c'est Bah, assez. regarde, c'est simple, hein, tu regardes, si vous suivez forcément l'Impact, tu vois très bien qu'il y a eu des transferts ces dernières années qui avaient rien à voir avec le sportif. Ah oui, mais ça, c'est partout dans le foot, non? Voilà, bah oui, Malheureusement. malheureusement c'est ça. Et les gens en plus, ce qui est génial dans le foot, c'est que tu peux toujours tout justifier. Alors Ouais. que souvent des transferts, bon voilà, ils se font pas pour des raisons sportives, malheureusement. Mais ça, c'est triste parce que tout le monde s'en tape. C'est ça le plus triste en fait là-dedans. Ouais, ben, tant qu'ils arrivent à avoir du foot, voilà. C'est Ça, ça le problème. Par contre, tu as parlé un peu plus tôt du soccer au Québec. Je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu as parlé un peu de l'impact de Montréal ouais. et d'une possible peut-être franchise en Canadian Premier League au Québec. En tout cas, on en parle presque à chaque semaine, nous, ici, Ouais, il y a une sur volonté, ouais. CS à l'érable. On espère que ça va arriver bientôt. Ouais, il y a une Euh, volonté, il y a une volonté déjà des dirigeants de la Canadian Premier League. Et je te dis, et l'info elle est sûre et certaine, il y avait des gens, des intermédiaires, j'ai pas les noms, qui avaient contacté Jean-Michel Aulas, notamment près de l'Olympique Lyonnais, pour voir s'il n'était pas intéressé pour financer un club au Québec, une espèce de filiale de l'Olympique Lyonnais sur le modèle de ce qu'a fait l'Atlético avec Ottawa. ouais. Pour le moment, ça n'est pas allé plus loin, mais on va suivre à l'avenir. En tout cas, il y a une volonté, et c'est anormal. Par contre, je trouve que c'est un gros problème avec la Première Ligue. Comment on m'explique qu'il n'y ait pas encore de franchise à Québec? Je trouve ça dingue. Ben, ouais, ben, nous, c'est une question qu'on se pose encore. Donc, Voilà. on sait pas trop, mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, c'est le manque d'investisseurs qui veulent investir au Québec pour du foot. Et c'est ça le gros problème. Donc, il est là le problème. Mais on a parlé un peu tu as parlé un peu de Jean-Michel Aulas. On voit que Ouais. Jean-Michel Aulas a quand même investi ici en Amérique du Nord avec le Reign de Seattle en NWSL chez les féminines. Donc, peut-être que juste le fait d'avoir posé un pied sur le continent, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait engendrer une certaine collaboration avec un club pour la Aucune idée. CanPL aussi? Aucune idée. Aucune Aucune idée. idée. Ouais, hein? Non, mais bon. Aucune idée. Malheureusement. Mais ou sinon, tu nous avais parlé un peu en off un peu plus tôt que tu es en train de regarder un peu ce qui se passe avec la première ligue de soccer du Québec. Est-ce que Ah, c'est ouais. quelque chose que tes impressions sur. C'est quand même une ligue semi-professionnelle, donc c'est quand même une petite ligue. Ouais. Mais tu peux nous en parler un peu si jamais tu as des choses à dire là-dessus? Alors, ça m'intéresse parce que je m'intéresse pas mal à la francophonie. Et forcément, à travers le foot, c'est aussi une manière c'est une porte d'entrée pour aller plus loin. Et c'est vrai que j'avais été assez impressionné par le nombre de licenciés au Québec en termes de foot. Parce qu'aujourd'hui, si je te dis pas de bêtises, c'est là où il y a le plus de licenciés en discipline sportive, de mémoire. De par son accessibilité et tout ça, ça c'est quand même pas mal développé. J'en ai parlé avec beaucoup de gens dans des clubs, des éducateurs. Euh, je trouve ça intéressant que ce soit au niveau féminin, masculin pour les jeunes. Alors c'est pas encore évident, c'est pas encore parfait évidemment. Mais ne Ouais. serait-ce que le nombre de licenciés, si tu regardes sur les 10 dernières années, c'est plus le même. Par contre, il y a un truc qui est net, c'est quand même l'influence manifeste des expatriés. Ben oui, c'est sûr. Donc on Ça, peut, c'est tout l'Amérique du Nord, en fait. Pas juste on le peut Québec. vraiment le dire là-dessus. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du Maghreb qui ont des postes importants hein, en termes de coach, des Français et autres.
Mais c'est assez intéressant à suivre. Je connais quelques joueurs qui jouaient dans la première ligue du Québec. Alors oui, c'est semi-pro, mais il y a quand même des clubs qui essaient de travailler. Et je trouve ça sympa. C'est un peu une terre sauvage parce que nous, d'Europe, si tu veux, on voit le Québec un peu. Parce qu'en tant que Français, on se prend pour les rois du monde, ce qu'on n'est absolument pas. On est les rois des guignols en ce moment. Moi, j'ai beaucoup de respect pour. Parce que souvent, on parle avec mépris de l'Amérique du Nord au niveau du foot. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais quand tu vois le développement du soccer, notamment pour les compétitions jeunes qui partaient de rien du tout à ce qu'il y a aujourd'hui, t'as quand même un vrai progrès, quoi. Et puis t'as quand même des vrais amoureux de foot au Québec aussi, faut pas l'oublier, de soccer. Et c'est pour ça que j'aimerais faire un sujet bientôt quand j'aurai le temps, parce que j'ai envie de leur rendre hommage, expliquer un peu aux gens comment ça se passe. Et même, je vais te dire, pour des jeunes Français ou autres qui des fois sont un peu bloqués en France ou qui ont envie de faire des études à l'étranger, euh, et qui en même temps pourraient peut-être concilier un peu leurs études avec le foot, ça peut être très intéressant, quoi. Je D'ailleurs, trouve. on a eu André Bonnat qui était dans cette situation, qui vient de Marseille, qui a étudié en deuxième cycle dans une université à Montréal, à l'UQAM, et qui a joué en Canadian Premier League par la suite. Là. Je ne sais pas si tu as l'occasion t'as entendu parler de lui. Il est formé à l'OM. Pas trop. Il a joué une saison en Canadian Mhm, Premier League. Il est venu étudier à Montréal et il a profité de son exposition dans le circuit universitaire bien pour sûr. signer. Également, tu nous avais parlé de ton intérêt pour la sélection québécoise qui avait participé à un tournoi en France il y a Ouais, quelques années. exact. Et après, il y Ouais, a eu des problèmes, si je dis pas de bêtises, avec au niveau politique, quoi. Parce qu'aujourd'hui, elle est plus vraiment active, la sélection du Québec, de Non, mémoire. non. effectivement, c'était Patrick Leduc qui s'en occupait, je crois, à Exact. l'époque. C'est Là. ça. C'est Là, ça. maintenant, il est impliqué avec l'Impact de Montréal. Et j'ai Euh, jamais compris pourquoi la sélection du Québec n'a pas fait la Coupe du Monde de la CONIFA. Qui est, on va dire, une organisation où tu retrouves le Tibet, le Sahara occidental, le Somaliland, l'Arménie de l'Ouest, etc. Et certaines diasporas aussi. Je pense qu'ils auraient eu leur place et leur carte de membre sans problème. J'étais assez étonné parce que ça aurait été magnifique pour des joueurs québécois de pouvoir défendre les couleurs de leur belle province à travers le monde entier, quoi. Déjà, il y a une équipe québécoise qui participe aux îles de la francophonie. Si je ne me trompe pas, il y a une équipe, je pense, Hein. québécoise, puis le reste du Canada, ou je ne sais pas si c'est tout rassemblé dans une équipe canadienne. Sinon, je sais que quand il y a eu le tournoi en France, c'était pas super bien passé. C'était un peu compliqué pour les déplacements, pour l'hébergement et tout. Peut-être par manque de moyens. J'imagine. Actuellement, sinon, ben, il y a toujours l'équipe nationale canadienne. D'ailleurs, l'équipe masculine, actuellement, elle performe bien. On dit Ouais. qu'il y a une génération dorée avec plusieurs joueurs en Europe, Alphonso Davies, Jonathan David, Kyle Larin. Toi, tu penses quoi du potentiel de cette équipe, d'ailleurs, avec un joueur que tu nous as dit apprécier beaucoup, Scott Arfield, qui a quand même un rôle Ouais. important dans cette équipe? Ben, le capitaine de l'équipe, rien de moins. Oui, bah, c'est une énorme erreur de l'Écosse de l'avoir. Parce que lui, bon, il est en Écosse, il a été formé à Falkirk, qui est un bon club formateur en Écosse pour le coup. Et j'étais très étonné de voir qu'il est amené pour le Canada, parce que c'est un joueur polyvalent, qui aujourd'hui est aux Rangers, qui a fait les belles années de Burnley aussi en première ligue. Ouais. Combatif, que tu peux mettre sur le côté, dans le centre. Enfin, c'est souvent un mec régulier, il est jamais exceptionnel, mais jamais nul. Aux Rangers, en tout cas, à chaque fois, dans les gros matchs, il est là quand même. Donc oui, j'ai une affection pour le joueur, plus que David Wotherspoon, qui est aussi un autre Écossais qui joue pour le Canada, enfin un Canado-Écossais on va dire. Bah après, c'est quand même anormal que le Canada ait fait une seule participation à la Coupe du Monde, c'est en 86 si je dis pas de bêtises. Oui, effectivement. Moi surtout ce que je Oui, trouve contre la dingue, France, d'ailleurs. Enfin, il y a eu un match ça contre la France, d'ailleurs. fait combien de temps que vous n'avez pas gagné la Gold Cup? 20 ans? 2000, Ouais, 2000. c'était la dernière. Non, on a gagné 2 fois la Gold Cup, 85 et 2000. Donc Mais 2000, par c'était là. contre, il y a quand même des progrès parce que vous faites quart de finale Beaucoup. lors de la dernière, même quart de finale avant, je crois. Donc tu Ouais, vois quand même puis on des est progrès. éliminé par Haïti, en fait. On est éliminé par Haïti à la surprise générale où on menait 2-0, puis on est éliminé à 3-2, malheureusement. Donc, oui, une Gold Cup, oui, sur papier, c'est quand même assez intéressant, le fait d'arriver en quart de finale, sauf que c'était une grosse déception au vu du match et au vu des forces en présence, en fait. Mais c'est sûr que c'est plus l'époque des frères Guzman qui devaient un peu tout faire, Non. ou des Rosario. Il y avait qui d'autre à cette époque? Il y avait En Stalteri. fait, Guzman, le plus jeune, a joué avec les Pays-Bas, il n'a pas joué avec le Canada. Ah, c'était Roulian qui jouait chez vous. Ouais.
Oui, oui. Il est Ouais. impliqué maintenant. Il est impliqué encore administrativement dans le soccer canadien. T'avais Ouais. Garba qui marquait pas mal de buts Ouais. aussi de mémoire. Il y a les Jabba, oui. Voilà, Ali Gerba, effectivement, mais il y a eu de bons joueurs. Hein. On a eu Olivier Océan, Patrice Bernier qui était ouais, aussi évidemment. à l'Impact de Montréal et qu'on salue et qui est maintenant encore impliqué à l'Impact de Montréal. Donc bref, Par oui, il contre, y je avait de suis bons très joueurs, curieux de mais voir un truc, il y a très peu de joueurs issus du Québec en sélection aujourd'hui, il y a Samuel Piette qui est évidemment. le représentant du Québec, surtout. Donc, T'as, ouais, t'as- t'as- t'as t'as le gardien qui était l'ancien de l'Impact. oui, et Crépeau. Max, tout comme James Ouais. Pantemis de temps en temps aussi qui est appelé. Donc, ça fait longtemps qu'il n'a pas été appelé, mais il a déjà été appelé dans le passé. Donc, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Ah non, Pantelis a été appelé cette année au camp en janvier. Exact. Ben oui, mais Le ça, dernier camp. Le dernier camp. c'est le camp en janvier. Donc, il y a moins de joueurs européens en janvier, bien évidemment. Donc, oui, non, il y en a beaucoup moins, c'est sûr. Mais le fait d'avoir une équipe au Canada en CanPL, j'espère, va pouvoir améliorer tout ça, en tout cas. Mais t'en penses quoi un peu de cette équipe-là? Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui va pouvoir aller loin Ah, ou, mais vous devez viser la qualif pour le mondial, là. Faut arrêter de se cacher maintenant. La zone CONCACAF, elle est quand même pas exceptionnelle, sans déconner. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez à envier au Honduras ou même au Panama, franchement? Ouais, Franchement. on est supposé, là, il y a les nouvelles qualifications qui viennent de rentrer en jeu Ouais. pour la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Bon, d'un autre côté, beaucoup de personnes vont dire, ouais, ils ont été changés pour un peu faciliter et donner un peu plus de chance au Canada. Oui, je pense qu'on on va pas se cacher, on va pas se cacher derrière tout ça, mais c'est vrai. Après, oui, il faut qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde 2022. C'est sûr qu'avec le potentiel qu'on a, ce serait une déception Bah, de ne pas le faire, en fait. je veux dire, autant le Mexique, je veux bien les États-Unis, mais derrière, c'est quand même ouvert, hein. Ouais, exactement. Je pense qu'on est capable d'être la troisième force. On peut dépasser même le Costa Rica, le Ah, Panama, le Honduras et ainsi de suite. bon, le Costa Rica, à la rigueur, mais par exemple, déjà, c'est aussi anormal que vous vous retrouvez à faire les qualifs avec toutes ces équipes-là, de Anguilla aux îles Vierges britanniques, en passant par Saint-Vincent et les Grenadines. Parce que si je dis pas de bêtises, il n'y a que le Salvador et vous êtes les deux têtes de série. Attention à Curaçao, d'ailleurs, les gens se foutent de la gueule de Curaçao. Je vais te dire Très bonne attention. équipe. Oui, parce qu'ils ont les binationaux néerlandais et c'est Ouais, pas du tout. Alors par contre, bon, je comprends, mais c'est vrai que ça change vraiment tout, quoi. T'as certaines îles des Caraïbes aujourd'hui, de par leur diaspora, ça change absolument tout. Et Curaçao, c'est passé d'une équipe très faible à une équipe, sans doute la meilleure île de la Caraïbe aujourd'hui, qui n'a plus un seul joueur né à Curaçao d'ailleurs, ou qui a connu le football des Caraïbes. Ça d'ailleurs, bon, je pense qu'il faudrait mettre une certaine limite à un moment donné, parce que c'est pas du tout pour une question de binationalité et tout ça, hein. C'est une question de. Je pense que les joueurs doivent avoir un minimum, indépendamment d'être nés dans le pays, mais d'avoir joué au moins dans la Confédération. Parce que là, ouais. c'est quand même 22 joueurs qui viennent d'Europe, qui sont formés au football européen. Je trouve que ça fait tout mal. Parce que si tu veux, tu transposes ça sur le niveau de la Caraïbe. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens de jouer Curaçao. Si t'es Anguilla, tu te prends 10-0, Ouais, littéralement. ouais. Non, Et, et- Mais effectivement. et imagine pour les gars de Curaçao, alors ils ne pourront plus. Enfin, les joueurs comme toi et moi qui n'étaient pas forcément professionnels, alors après, je sais pas, ils peuvent rêver d'aller à la Coupe du Monde, mais je sais pas, je dois un peu faire mon vieux con, mais je trouve qu'il n'y a pas de limite, c'est un peu too much, quoi. Parce que là, Curaçao, ils sont dans le top 100 mondial maintenant. Ils ont des super joueurs, attention, mais ils ont que de ça, quoi. Ils ont peut-être un ou deux joueurs seulement qui jouent au pays. Ils ont des mecs comme Bakuna qui joue à Cardiff. Ils ont des mecs qui jouent aux Pays-Bas. Ils ont un autre joueur très très fort, un gardien, mais c'est le gardien de Columbus Ils de jouent en mémoire. MLS, ouais, ils jouent en MLS maintenant. Healer Room. On a couvert la Gold Cup. On a fait un podcast par jour ici sur Culture Soccer. On a beaucoup parlé de cette équipe de Curaçao. Effectivement, tu as complètement raison. De très, très bons joueurs. En fait, il y a aussi, on sent que c'est des joueurs qui sont là pour se montrer, mais aussi Ouais, il y a un beau collectif ouais, clairement. grâce à cet entraîneur-là aussi qui fait du très, très bon travail. Et Là. Goussidine qui vient d'arriver. Enfin, je veux dire, tu as tout qui a été fait. Mais je trouve que c'est un peu too much. Faut avoir 20 mecs qui viennent d'Europe. Ça me fait penser à Madagascar en Afrique. Pour connaître un peu ce qui se passe à Madagascar, si tu veux, en gros, la Fédé et tout le monde dit on a des bons résultats, mais ils délaissent complètement le football local. Ils s'en mettent plein les poches et tout. Et ça, je trouve ça un peu inique. Mais ça, c'est parce que j'ai un amour aussi pour l'outsider. Et c'est pour ça que j'aime la zone CONCACAF, malgré sa corruption et tous ses scandales. Mais quand tu vois les destins d'Anguilla, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmans, de Montserrat,
Bon, c'est rare aussi qu'il y a des binationaux, mais c'est des mecs semi-pro qui viennent d'Angleterre souvent. Ouais. Évidemment, le triste destin de Cuba aussi, mais ça c'est encore une autre histoire. Des bonnes chances en tout cas pour le Canada pour se qualifier. Vous avez tombé qui dans votre groupe? Vous êtes dans le groupe du Suriname, c'est ça, de mémoire? Oui, on est dans le groupe du Suriname. Je ne les connais pas par cœur, mais on Suriname, devrait. Bermude, île Caïman et Aruba, là je viens de le chercher. C'est ça, exactement. Donc, c'est quand Ouais, même, ça fait c'est quand ça. même assez faisable. Il faut être premier pour passer au tour suivant. Puis, en Ouais. fait, le gardien, le gagnant de ce groupe-là, ben, joue contre le gagnant du groupe où il y a Haïti. Donc, on s'attend à une revanche face à Haïti lors des qualifications. On s'attend vraiment à ça parce que dans le groupe de Haïti, c'est le groupe E. Et c'est Haïti avec Nicaragua, Belize, Sainte-Lucie et les îles Turques et Caïcos. Donc voilà, ça va être assez drôle de voir ce groupe-là. Mais le gagnant entre les deux joue des matchs aller-retour. Puis le gagnant de ça se qualifie on l'appelle le Ocho ou le Final Eight, où 8 équipes vont se battre pour les 3 places qualificatives en Coupe du Monde 2022. Là. Ça va être ça le format en fait. D'accord, d'accord. C'est vrai que ça avait changé. Ouais, C'est ça vrai. a beaucoup changé Ouais. cette année-là. D'ailleurs, on est chanceux en tant que Canadien, que le Suriname n'a pas adopté la même politique que Curaçao, parce que s'ils Il vont ramener les commence. joueurs. Il commence. Ouais, J'avais un ami m'a dit ça qui voulait commencer bientôt. Mais ouais, Suriname, ça peut être intéressant aussi. Enfin, il y a plein de choses à dire sur le Suriname aussi, indépendamment de sa sélection de foot. C'est un pays assez facile à étudier. ouais, effectivement. En fait, ils ont appelé quelques joueurs intéressants dernièrement qui jouent aux Pays-Bas, que ce soit à NAC ou à Groningen. Ouais, ils ont Il y a Hasselbeck. même. Ouais, pardon? Ils ont Hasselbeck, surtout le petit Hasselbeck. Oui. Le fils de l'autre? Ouais, ah ouais, je savais pas. Ça, je le savais pas. C'est Ça, son je savais neveu, pas. c'est son neveu, c'est son neveu. Ok. Ah, ok. Ben, je le Il joue savais en pas du tout. Israël. Il joue en Israël. Ah ouais, ok, cool. Mais par contre, ils ont appelé d'autres joueurs qui jouent, Ryan Dunk, qui joue à Galatasaray en Turquie, ou Riedewald, qui joue à Crystal Palace aussi, Ouais, qui est sur le point d'être appelé. Donc, ça peut être dangereux, effectivement. mais bon, Ouais. c'est le Canada. Ouais, effectivement. Il faut qu'on Vraiment, reste le ouais. Canada, effectivement. Mais oui, c'est vrai que actuellement, depuis les dernières années, le niveau de la CONCACAF s'est amélioré, surtout avec la CONCACAF Nations League qui a forcé un peu les pays des Antilles à jouer des matchs, dont à commencer à regarder qui joue dans les divisions inférieures en Europe, aux États-Unis. Puis c'est là que le niveau s'est nivelé vers le haut, ce qui est intéressant. Parlant de CONCACAF, vous avez couvert, tu en as parlé tout à l'heure par rapport au scandale sexuel en Haïti. Ouais. Est-ce que je sais qu'au Canada, on a le match, on a l'élimination par Haïti. On a actuellement le mois prochain Forge FC qui va affronter un club haïtien. On a beaucoup de liens avec Haïti au Canada. Est-ce que tu penses que le scandale haïtien peut avoir des conséquences, des répercussions sur l'ensemble de la CONCACAF? J'espère. J'espère, parce que bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, il s'agit donc autour du président de la fédération haïtienne, M. Dadou Jambard, ça fait 20 ans qu'il est là-bas, qui est donc à violer depuis 2 décennies au moins, et encore je suis gentil parce que ça fait 4 décennies en réalité, parce qu'il le faisait aussi dans son club qui s'appelle les Tigresses, que ce soit la section football et volleyball exactement. Donc majeur et mineur, mais il a lui-même avoué avoir eu au moins un enfant avec une des joueuses. Bon, en réalité, il en a eu beaucoup plus. Beaucoup de joueuses ont également dû avorter, et c'est pas le seul à être criminel sexuel. Tu en as d'autres. L'ancien Premier ministre était un pédophile d'ailleurs. Lui, c'était les petits garçons, ministre des Sports. C'est un scandale à la Epstein appliqué au foot, où tu as à peu près une dizaine de violeurs dans cette fédération-là. Cette fédération qui est dirigée par des trafiquants de drogue et d'armes, qui font partie d'un cartel qui s'appelle La Familia, qui a été financé par des dizaines de millions par la FIFA et soutenu par la FIFA de manière aveugle, pour ne pas dire complice. Là, on est au bout de cette procédure-là. Il a été suspendu 180 jours, 2 fois 90. Le jugement qui, normalement, devrait prononcer une suspension à vie, parce que, mais bon, avec eux, je sais jamais. Sauf que moi, je peux te dire qu'un officiel de la CONCACAF, l'un des responsables, l'un des dirigeants, quand il allait en Haïti, il recevait comme prostituée une jeune joueuse, dont j'ai le nom. Je peux aussi également te dire que des arbitres instructeurs FIFA, mais membres de la CONCACAF, mais instructeurs FIFA, recevaient des arbitres en Haïti comme prostituées. Waouh. Waouh. La Ah, c'est CONCACAF triste. est gangrénée par des salopards
je peux pas dire autre chose, je suis désolé, des marins d'eau douce, comme dirait le capitaine Haddock dans les aventures de Tintin. Donc ces marins d'eau douce là, pour rester poli, violent, profitent de joueuses et d'arbitres vendus comme objets sexuels par la Fédération haïtienne de football. Wow. Et on ira au bout, tout simplement. Et t'inquiète pas que je sais quel est le membre du comité de direction de la CONCACAF. Et je connais la joueuse, enfin je la connais pas personnellement, mais je sais qui elle est. Et j'ai tous les détails. Mais chaque chose en son temps, sachant que des viols aussi sont opérés sur les sols américains, français, suisses. Honnêtement, on est au comble de l'or. Alors, je te donne il y a des gamines de 15 ans qui ont dû avorter. 15 ans. 15 ans. Oh wow. Oh wow. Et on se rend pas compte, hein, on a tendance à regarder un peu ce qui est devant nous, puis on est en 2020, puis on s'attend pas à avoir des nouvelles comme ça, et écouter des choses comme ça, c'est horrible. C'est horrible, vraiment horrible. En tout cas, on espère qu'à un moment donné, si ce n'est pas la CONCACAF en tant que telle, vu que, comme tu le dis, elle a l'air quelque part impliquée. La CONCACAF, honnêtement, c'est le toutou de la FIFA. Et d'ailleurs, c'est un Canadien qui gère ça. Oui, Victor Montagliani, effectivement. C'est le petit toutou. Exactement. C'est le petit toutou. Voilà. Il suit ce que Infantino dit. On va dire que la CONCACAF, c'est la seule zone où la FIFA est tranquille. Tu vois, la CAF, la Confédération africaine, il y a des problèmes. L'AFC a toujours été instable, mais il y a des rivalités. La CONMEBOL, ils l'ont perdu. Par contre, la CONCACAF, non. La CONCACAF suit la politique FIFA à tous les niveaux, dont son président. En tout cas, il est lui, pour le coup, n'est pas impliqué. Lui n'est pas impliqué dans les trucs à Haïti. Je tiens à le signaler d'ailleurs. Okay. Ce n'est pas lui, évidemment. Non, l'honneur est sauf, l'honneur du Canada est sauf quelque part, on espère. mais bon, mais oui, mais en tout cas, ça reste intéressant de savoir que, au moins que quelqu'un comme toi met tout ça, je suis pas tout seul. Mettre la lumière. Je suis pas tout seul, mais le problème, c'est que si on n'en parle pas, ça continue, quoi. Mais tu as d'autres scandales de pédophilie dans le foot, en France. Je suis dessus. D'ailleurs, c'est plus facile de travailler sur les abus sexuels au Yémen ou en Haïti qu'en France. Ça te montre à quel point mon cher pays va mal. Il y a une omerta qui n'est pas possible de tout le monde, c'est flippant. Je sais pas, moi, bêtement, je me dis, putain, on essaye de sauver la vie d'enfants, d'éviter que des pédophiles les violent, mais non, visiblement, il y en a, ils préfèrent fermer leur gueule tant que leur gosse n'est pas violé que l'autre. Que celui du voisin se fasse sodomiser sans vaseline, visiblement, ça ne pose pas de souci. Tout va bien dans ce beau pays de la liberté et des droits de l'homme. Tu as aussi des affaires sexuelles que j'ai en Colombie. Parlant espagnol, j'ai la déclaration d'une victime qui l'avait enregistrée à la police de Bogota. Je t'assure que je n'ai pas réussi à la finir tellement c'est dégueulasse. On parle d'un des responsables du football colombien, d'un gamin de 13 ans à l'époque. Et je sais qu'au Salvador, tu as aussi, au niveau de l'arbitrage, un mec qui viole tout ce qui bouge. Alors lui, c'est pas pédophile, lui, c'est violeur, c'est pas pareil. Et le mec a été réinstallé, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il allait très souvent en Haïti, lui aussi. Très bon ami du vice-président de la Fédération haïtienne de football, M. Ross Nigrant, dont la femme vit au Canada, d'ailleurs, pour la petite anecdote. C'est un mec qui s'est fait une vasectomie pour pas avoir de gosse, qui vit actuellement en Haïti avec 2 arbitres, qui donne comme prostituée à des arbitres FIFA des jeunes arbitres haïtiennes, enfin un type absolument charmant, quoi, qui a essayé de violer à peu près 50% des arbitres femmes d'Haïti. Voilà, mais tout va bien. Et le mec, la FIFA est au courant et il l'a envoyé faire une mission il n'y a pas longtemps. Alors là, tu te dis, que fait la police quelque part, hein. Tu te dis, là, tu te poses des questions quand même. Hein. Oh, wow. Donc ça, c'est flippant. Et je peux en donner un autre indice de dégueulasserie, ça s'appelle le bikini show. C'est-à-dire que ces messieurs, des fois, vont envoyer une femme, comment elle s'appelle ? Ah, j'ai perdu son nom. Michel-Ange. Acheter de la lingerie aux joueuses, et après, ils vont dans le dortoir, ou des fois, ils les emmènent dans un hôtel, et elles font des espèces de numéros de pole dance en faisant du striptease. Des fois, c'est des gamines de 15 ans, pendant que des dirigeants soixantenaires se masturbent devant elles. Donc, quand je parle de malade mental, on est dans des malades mentales. Mal mentaux, excuse-moi, j'arrivais plus à parler, tu vois, j'en perds mon français, putain. Il y a de quoi, bien évidemment, il y a vraiment de quoi, en tout cas. Je suis pas tout seul à pousser là-dessus, il y en a plusieurs, il y a un grand cabinet d'avocats, une personne à Human Rights Watch, etc. Et malheureusement, on essaye d'aller au bout, quoi. Ouais. Non, c'est sûr, c'est important d'aller au bout et je suis content que tu en parles ici sur nos podcasts. Et il faut en parler, bien évidemment. Et je tire mon chapeau d'ailleurs. Je sais que ça fait plusieurs mois que
Ça c'est plusieurs mois que tu en parles, mais avant ça, il y a tout le travail derrière. Là. Je te lève mon Ah, chapeau. merci. C'est pas facile. J'ai vu un peu les pressions. J'ai écouté, j'avais écouté les conférences de presse du président de la Fédération haïtienne, les accusations qu'il avait lancées à ton égard. Ah, le petit blanc, comme il m'appelait. Hein, donc, Ouais, 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 je me rappelle, ouais. je C'était quelque l'emmerde. chose. Ouais, Je l'emmerde. mais bon. Passons à une autre question qui est quand même assez intéressante par rapport au soccer canadien. On a parlé, tu as parlé souvent du soccer belge en 2020. Il y a plusieurs joueurs canadiens qui sont passés par ce championnat. On parle de Jonathan David, dernièrement Tristan Borges ou même Kyle Larin à un moment donné. Est-ce que tu penses que ce championnat peut être une porte d'entrée pour les joueurs canadiens ou est-ce que tu penses que c'est encore une influence de certains agents Ah, ou c'est toujours des agents. Hein. Toujours. Non, mais c'est. ouais, ouais. Non, mais il y a deux points. Déjà, la Belgique n'a pas de restriction réellement sur les joueurs extra-communautaires, Ouais, première chose, ça c'est vrai. comme le Portugal. Mhm. D'ailleurs, vous avez un international qui est au Portugal, un défenseur dont j'ai perdu le nom. On Victoria. on a Stephen Ah, Vittoria, mais on a aussi Steven Eustáquio qui est là-bas aussi et qui est prêté par Cruz Azul à Pacos de Ferreira et qui a même marqué dans le dernier match contre Porto en fait. Stephen Eustáquio, donc très très bon international canadien aussi. Là. Après, il faudrait que je me renseigne exactement sur le pourquoi du comment on a autant eu de Canadiens en Belgique. Mais c'est souvent avec ce sont les agents aujourd'hui qui font plutôt la politique sportive des clubs. Il suffit de voir par exemple pourquoi Wolverhampton a autant de Portugais, etc., avec l'influence de Mendes. Tiens, non, mais c'est un vrai exemple. Pourquoi Nantes recrute autant en Belgique? Parce que Moji Bayat, agent belge parmi les super agents, est plus ou moins le directeur sportif officieux du club. Enfin voilà. Maintenant, la Belgique est un championnat intéressant pour le Canada, pardon, sportivement, parce que les extra-communautaires, comme je te dis, ça, on peut y aller. Deuxièmement, en termes financiers, c'est un championnat qui a quand même plus de moyens qu'en Europe de l'Est ou à Chypre, etc., sans être non plus dans le top. C'est un championnat qui est vu, qui est quand même au carrefour de l'Europe. Et c'est un championnat intermédiaire, donc pas tous les joueurs canadiens, surtout en sortant du pays, pourront jouer directement dans les meilleurs championnats d'Europe. Donc l'intermédiaire, c'est pas trop mal. Moi, je suis honnêtement assez surpris de ne pas avoir plus de Canadiens en Écosse, mais je pense que ça s'explique par des finances un peu plus exsangues. Les clubs écossais ont moins de moyens, mais je pense que ces championnats, on va dire trampoline, correspondent bien au niveau de certains. Et on le voit dans l'exemple de Jonathan David, ensuite son transfert à Lille. Alors bon, il a 20 ans, aujourd'hui on lui tombe dessus, etc. C'est vrai qu'il n'est pas arrivé en grande forme physique, il avait des kilos en trop, etc. Son pénalty raté et tout. Maintenant, j'ai envie de te dire, il n'a que 20 ans, donc on va pas jeter un gamin de 20 ans, surtout qui a marqué autant de buts en Belgique et même en sélection nationale canadienne. Donc évidemment, patience, mais en France, on aime bien jeter le bébé dans l'eau du bain, comme on dit. Et Directement, ouais. si je dis pas de bêtises, vous avez aussi, on en parlait en off tout à l'heure, vous avez un attaquant dont j'ai perdu le nom qui est né en France, qui est à Boucron aujourd'hui, qui appartient à Lille. Charles-André Abrim. J'étais en train de Voilà. regarder sa fiche. Il est né en France, Charles-André effectivement. Brime, effectivement. Donc tu as plusieurs joueurs comme ça. En effet, ça peut être intéressant. Et puis en plus, un autre truc, le joueur canadien, de par Alphonso Davies, peut devenir à la mode. C'est un peu comme le joueur algérien aujourd'hui. C'est-à-dire que le Ouais. joueur algérien, de par ce qui se passe avec ce sacre à la Coupe d'Afrique des Nations, et également les super performances ensuite, faut pas, voilà, ce qu'ils ont fait contre le Mexique, etc., la victoire contre la Colombie sur l'amical, fait qu'aujourd'hui le joueur algérien a regagné en valeur sur le marché. On peut le voir avec Riyad Mahrez, on peut le voir aussi avec Saïd Benrahma, qui est à Brentford, qui a signé pour un gros paquet d'argent à West Ham. West Ham, cet été. ouais. Il a donné une Exactement, passe décisive hier. Exactement. Ouais. Raïd Ait Nouri, bon, qui est franco-algérien, qui est parti à Wolverhampton. Enfin bref. Donc forcément, l'Algérie, on va dire, a été remise sur le devant de la scène. Le Canada, si Alphonso Davies continue, et si, admettons, un mec comme Jonathan David commence à marquer, tu verras que par ricochet, il y aura un intérêt supérieur pour les joueurs canadiens. Donc c'est très intéressant. En tout cas, il a fait un bon match, Jonathan David, avec Lille face à Milan, à Milan dans le dernier match en Europa League. Bon, il n'a pas marqué, mais il a donné une belle passe décisive, donc il a été quand même assez bon. Mais ça viendra. Il a 20 ans, le mec, on lui tombe dessus. Ah, faut arrêter les conneries, il a 20 ans. Il est juste à Lille depuis 3 mois, donc on s'entend que. Mais c'est à cause de l'argent, parce que. Mais c'est pas de sa faute s'il a coûté si cher, le gamin. C'est pas de sa faute. Donc, parce qu'il a coûté tant, on attend. Laissez-lui le temps, et honnêtement, il a 20 ans. Je sais pas combien il a mis de buts pour le Canada, mais je crois qu'il est quasiment un but par match depuis qu'il est en sélection. Oui, il est un peu plus que ça, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il a 12 buts en 11 matchs, si je me rappelle bien, mais c'est quelque chose que je vérifiais tout de suite. Exactement, 12 à 11. C'est ça, 12 buts en... Non, en fait, il a 11 buts en 12 matchs, pardon. Donc oui, presque à un but par match. Donc, voilà. Il a marqué une vingtaine de pions l'an dernier en Belgique. Enfin voilà, faut rester patient, quoi. Mais en France, des fois, on n'est pas patient. Tu sais comment c'est le foot.
D'ailleurs, c'est pas pour rien que peut-être Atlético est allé à Ottawa parce que Jonathan David vient d'Ottawa. Donc peut-être ils veulent avoir le prochain Jonathan David. On espère pour lui et pour le football canadien en général. Exactement, ben, on l'espère vraiment beaucoup. Romain Molina, ça a été extrêmement intéressant ce podcast. Tu es le bienvenu quand tu veux ici sur CSA l'érable ou même sur Culture Soccer. Quand tu veux, tu es toujours le bienvenu. Ça a été super agréable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et je vous remercie pour l'invitation et pour tout le reste. Je vous remercie en espérant que le football canadien puisse continuer à se développer. Alors je vais faire un peu le mec chauvin francophone, mais j'en reviens sur ce sujet-là. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas une franchise de Québec en Canadien de Première Ligue. Et j'espère que la Canadienne de Première Ligue continuera à évoluer, qu'elle ne deviendra pas une NASL et qu'elle deviendra un championnat. Je pense, si tu as 12-13 équipes, ça peut être très intéressant. Et avec la formation canadienne qui semble quand même un petit peu progresser, il y a plein de choses. J'espère plein de bonheur en espérant que 2026, vous soyez déjà là en 2022 au Mondial. Exactement, Merci. on l'espère vraiment beaucoup l'être en 2022. Merci encore, puis c'est sûr, dès qu'on a une franchise au Québec, ben, on t'invitera et puis on en parlera ensemble à 100%, Romain Molina. Merci encore à tous de nous écouter de semaine en semaine sur ce podcast CS à l'érable, 100% dédié au soccer canadien. Je voulais aussi remercier Romain et lui souhaiter bonne chance pour. Je sais que tu sors ton prochain livre dans les prochains jours, À vendredi. The Beautiful Game. Donc, je voulais te féliciter pour ton 6e livre et souhaiter bonne Merci. chance avec ça. Écoute, vu le contexte, c'est pas gagné, mais j'ai mis de l'amour. Hein. C'est un livre d'amour, même s'il y a pas mal de tragédies, de drames et tout ça dedans, mais j'ai mis beaucoup d'amour, donc je t'en remercie vraiment. Merci. Ouais, merci pour ton travail, Romain. Donc, comme je le disais, ben, je vais vous souhaiter à tous une très, très bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable.